Bienvenue à tous, merci d'être présents derrière votre écran pour cette dernière émission d'ici, ici c'est l'émission. Avant même de commencer cette émission, toute l'équipe s'excuse pour ce retard à l'allumage, ces 2 semaines d'absence. Malheureusement, la canicule a été trop forte pour certains d'entre nous la semaine dernière, ce qui explique cette absence des écrans. Mais nous sommes bien présents aujourd'hui pour exceptionnellement ne pas faire un débriefing à chaud, mais un débriefing à froid de cette défaite de l'ASM contre Toulouse 24-18 il y a bientôt 3 semaines. Une défaite qui, on verra, est peut-être déjà digérée en se projetant sur l'avenir. On parlera aussi de plein de choses. On va parler de la Champions Cup, tirage au sort de la Champions Cup a eu lieu, de beaux déplacements en perspective. On va aussi parler des 4 jokers que l'ASM a dévoilés pour remplacer nos mondialistes. On parlera bien évidemment d'Issoire qui a été champion de France de Fédéral 2. On accueillera en fin d'émission Axel, un jeune supporter de l'ASM, qui nous dévoilera les gagnants du jeu, le jeu qui nous permettait d'avoir 4 places pour le foot golf de Féligonde ou de Bourrassol. Enfin, en fin d'émission, une petite nouveauté pour l'année prochaine, on va vous mettre à contribution, donc restez bien aussi en fin d'émission pour voir ce qu'on vous propose de très intéressant et qui va vous permettre d'être peut-être acteur et actrice de cette émission. Avec moi, la Dream Team. Alors, une moitié de Dream Team. Alexis, bonsoir. Bonsoir. Christophe, bonsoir. Bonsoir. Ce qui est plutôt drôle, c'est qu'on a commencé à 3 et on finit cette dernière à 3. Comme quoi, la boucle sera bouclée. On part tout de suite en parlant de l'ASM. Donc, pour la 5e fois de son histoire, l'ASM après 94, après 99, après 2001, après 2008, voilà 2019, l'ogre toulousain, notre vampire toulousain nous a encore joué des tours. Malheureusement, l'ASM n'a pas su vaincre le signe indien et gagner contre cette équipe. Comme dirait un célèbre philosophe que j'ai croisé la semaine dernière dans les rues de Clermont-Ferrand, on a plus perdu cette finale que Toulouse l'a gagné. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce philosophe clermontois ? Complètement, on n'a pas joué, on n'a pas été présent. Enfin, pour moi, c'est logique, mérité notre défaite et pour moi un peu honteux. Honteux carrément ? Ouais, de la façon que dans les joueurs ont joué, je n'ai vraiment pas compris. Après, il y en a 2-3 qui ont essayé de jouer, mais quand on a vu le plan de jeu, quand il fallait jouer, on tapait, quand il fallait taper, on jouait. Pour toi, on a joué à l'envers ? On a complètement déjoué, c'est même pire que ça. Pour toi, elle est logique cette défaite du coup ? Pour moi, elle est logique. Bon, après, j'ai entendu sur l'arbitrage, effectivement. Alors, on va revenir sur les points de détail concernant cette défaite, mais pour toi, même 3 semaines après, il n'y a rien à dire. Toulouse a mérité de gagner son 20e bouclier. Toulouse n'a pas mérité de gagner parce qu'ils n'ont pas fait une grande partie non plus, mais nous, on a mérité de le perdre, oui.
Christophe, est-ce que tu as la même analyse, que c'est plutôt logique et que Toulouse, Ouais, complètement, on a plus perdu que Toulouse l'a gagné? Je rejoins Alexis sur ce non-match, je pense, des joueurs de l'ASM. Moi, c'est ce qui me frustre le plus là-dedans, c'est d'arriver au terme d'une saison aboutie et de ne pas mettre les ingrédients qui ont fait la force de l'ASM toute la saison sur ce match-là. Pour moi, c'est un non-match. Et finalement, le score n'est pas plus sévère que ça à la fin. Mais la défaite est somme toute logique pour l'ASM. Pour ceux qui s'en souviennent, alors c'est pas très loin, en 2015 on joue le Stade Français et on fait un non-match aussi. On a l'impression que, vu en tout cas, moi j'étais pas au stade, derrière l'écran, on a l'impression que c'était un peu la même rengaine. Une ASM, les vieux démons de l'ASM qu'on pensait vraiment loin, très loin, ils ont ressurgi avec ce non-match. Comment on peut expliquer ce comportement de nos joueurs? Honnêtement, j'ai pas d'explication, j'ai eu beau chercher. Ça peut pas être de la motivation. Ça peut pas être de la motivation était toute trouvée, il y a des grands joueurs qui partent, etc. On le fait chaque année, hein, chaque fois qu'on est en finale, on a la motivation. Mais là, je sais pas en fait, je sais pas, est-ce qu'ils ont eu peur ou est-ce que quand ils sont rentrés dans le stade, ils se sont dit bon, mais de toute façon, c'est pas la peine, c'est Toulouse en face. Je sais pas, mais franchement, honnêtement, à aucun moment on s'est dit on peut gagner, à part sur les 5 dernières minutes, à moins d'une interception, quoi. C'est vrai que ça a été frustrant pour tout le monde. À aucun moment on a rêvé on est accru à ce bouclier. Et c'est vrai que ce match, on le perd plutôt de façon logique. Il faut être honnête. Quand bien même on n'est qu'à 6 points. 6 points du Stade Toulousain avec tous ces, on va le voir, hein, tous ces petits défauts qu'on a eus. Toi, est-ce que tu as une explication, Christophe, de ce non-match? On l'a pas vu venir, hein. Non, on l'a pas vu venir parce qu'il y avait somme toute de la décontraction dans la semaine de préparation. Il y avait effectivement de l'envie, de la motivation, j'en doute pas. Effectivement, après on est rentré sur le terrain et on s'est mis à jouer bien plus lentement que ce qu'on était capable de le faire. Comme nous le dit Alexis, on n'a pas fait forcément les bons choix au meilleur moment durant la partie. Et du coup, tout ça mis bout à bout a fait que Toulouse, lui, a pris confiance. Et je rejoins Alexis, on n'a pas vu un grand Toulouse sur cette finale, hein. Moi, j'ai pas vu un grand Toulouse sur cette finale. Par contre, j'ai vu une équipe de l'ASM absente et du coup, c'est ce qui a maintenu la motivation à un cran supérieur au niveau de Toulouse. Tu dis qu'effectivement, tu n'as pas vu un grand Toulouse. Enfin, force est de constater que c'est l'équipe qui nous a posé quand même d'énormes problèmes avec un pressing très haut, une défense très agressive et on a plus reculé qu'avancé. Quand bien même, on n'est pas joué notre jeu. Alors ça, il faudrait avoir Franck Azema pour connaître les consignes, mais on n'a pas reconnu en tout cas l'envie de jouer, les risques. On n'a pas pris trop de risques, sauf à la fin, comme tu disais. Est-ce que tu ne penses pas quand même que Toulouse a sorti un gros match défensivement pour nous permettre de déjouer? Non, moi je trouve qu'ils ont vraiment été mauvais, hein, honnêtement. Toulouse ou l'ASM? Toulouse a été mauvais. Non, tu peux pas dire ça, c'est pas vrai. Mais Toulouse a été mauvais, on a été. On a été très mauvais alors. Mais on a été lamentable, ça a été notre pire match de l'année et justement, comme dit Christophe, on a perdu que de 6 points. Pour moi, Toulouse, déjà UG qui vient doubler, c'est une grosse blague. Ils ont été mauvais tout le long. Alors, et en plus de ça, je trouve que justement, ils n'ont pas du tout été réalistes, Toulouse. Et là où on les attendait, leur force également, ils n'étaient pas là non plus. Et c'était un match assez bizarre, hein. Ouais, alors ça n'a pas été un match avec des grandes envolées. Ça n'a pas été la plus belle finale non plus du top 14. Mais en tout cas, que ce soit Pierre, Muratoise, Sevdev ou les autres, ça paraît en tout cas tellement logique pour tout le monde que le meilleur a gagné, ce qui explique que notre déception n'est même pas sur la défaite, plus sur la non-compréhension de comment on a pu sortir un match comme ça. Toi, Toulouse, moi j'ai trouvé que Toulouse avait fait quand même un gros match défensivement et qu'il nous avait vraiment contré. Et mais pour moi, ça fera partie des... J'ai re-regardé le match et j'ai du mal avec cette défense inversée que propose Toulouse où... C'est limite. Je les trouve à chaque fois vraiment borderline sur l'alignement. Donc en 2 passes, on se fait croquer alors qu'on prend de la profondeur. Effectivement, l'année dernière, on s'est fait intercepter bon nombre de fois parce qu'on attaquait à plat et les défenses avaient compris notre système de jeu. Là, on a repris de la profondeur pour, je pense, éviter cela. Et malgré tout, au bout de 2 passes, on avait un défenseur sur le rable. Donc je suis un peu sceptique sur la ligne défensive de Toulouse. Alors, on va prendre les points par point, les gros points qui pourraient expliquer aussi que l'ASM a déjoué. Ça commence avant même d'attaquer avec cette blessure d'Arthur Ituria. Arthur Ituria se blesse à l'échauffement. Quoi qu'on en dise, c'est un 3e ligne indiscutable. On l'a dit à de nombreuses reprises ici sur ce plateau qu'il avait fait une saison plus qu'honorable. Est-ce que cette première blessure, ce premier fait de jeu,
peut expliquer que l'équipe est un peu sortie du match et que le facteur motivation qu'on aurait pu penser qu'il puisse se produire, ça s'est pas fait. Ah, tout à fait, ça a dû faire du mal. Après, est-ce que c'était déjà pas prévu dans toutes les têtes des Clermontois à l'intérieur du staff et des joueurs? Il était incertain déjà. Là, il nous sort à 5 minutes avant le match qu'il est blessé. Toi, tu pensais qu'il le savait, qu'il a fait un dernier test en disant il y a peu de chance, je vais faire un test au cas où. Voilà, moi je pense qu'il est monté en disant de toute façon, ça m'étonnerait que je joue, mais on va faire comme ça. Puis bon, l'équipe était bizarre, donc il y a des choix qui étaient discutables et qui expliqueraient entre autres la blessure d'Arthur. Donc je sais pas, mais c'est sûr que ça a fait du mal. Donc, comment tu as vécu, toi, quand tu as appris que Arthur Iturria était blessé? Moi, ça m'a rappelé la finale de Dash Cup, la Champions Cup à Londres, où Brock James, quelques minutes avant le coup d'envoi, sort aussi, est remplacé par Camille Lopez. Je trouve ça compliqué. Toulouse n'a pas eu d'effet de jeu comme ça. Parce qu'il y en a un deuxième qui arrive en troisième ligne au bout de 25 minutes. Les deux cumulés font que ça paraît difficile. Non, je pense pas. Là, je suis pas d'accord avec Alexis. Je pense pas qu'on puisse, sur une finale de championnat, aller envoyer un gars l'annoncer titulaire et qui se teste à l'échauffement. Je pense que s'il était titulaire, c'est qu'il était apte à jouer et que voilà. Donc, par contre, je le rejoins sur l'effet psychologique que ça a dû avoir sur le groupe, sur lui-même déjà, parce qu'on l'a vu abattu sur certaines images dans le vestiaire. Et je pense que malgré tout, voilà, c'est des faits de jeu qui ressurgissent sur le groupe. En effet. On n'enlève à rien au remplacement fait par Judicaël Cancorier, qui a été pour quelqu'un qui revient de blessure avec 3 matchs dans les pattes, juste à la hauteur de l'événement, à la différence de bien d'autres joueurs. Mais c'est vrai que quand on prend ce coup du sort, parce qu'on peut appeler ça, un ballon haut, la penderie prend le genou de Penaud en pleine tempe, il sort, on joue la 25e minute. Et on voit qu'il lui a envie de rentrer. Le médecin affecté à cette rencontre l'interdit. Et bing, on joue la 25e minute et on n'a plus de troisième ligne. Oui. On n'a plus de troisième ligne. Troisième ligne de métier. Ouais, de métier. C'est compliqué quand même. C'est dur. Après, en plus, oui. Et puis il y a des faits de jeu comme ça. Il y a des faits de saison aussi. Morgan a énormément manqué sur cette saison. Sur cette finale, quoi qu'on en dise, qu'il n'a pas été au niveau, qu'il était en baisse de niveau. Alors, on va revenir sur ce point, effectivement. Est-ce que pour toi, l'absence a été vraiment préjudiciable? Alors qu'en demi-finale, on a tous été, nous les premiers, en se disant Greg Ledlow a été exceptionnel, il a fait oublier Morgan Parra et des fois on entendait même il est encore meilleur que Morgan Parra. Alors, sur un match comme ça, il nous a fait défaut, Morgan? Pour moi, il nous a fait défaut parce que Ledlow a été constant, il a été bon, mais il n'a pas cet impact et cette expérience du top 14 que Morgan a. Et après, on le sait, on le dit, Clermont est imbattable en demi. Même si on en a perdu, mais c'est vrai que c'est rare quand on perd en demi, et là on arrive en finale, et pour moi, oui, Morgan il manquait, et il manquait vraiment un capitaine. Je pense que c'est plus le leadership de Morgan Parra qui aurait pu un peu secouer les troupes pendant la rencontre, qui a manqué. C'est pas sur les qualités intrinsèques du joueur, je pense que effectivement Greg a peut-être été un petit peu en deçà de sa prestation de demi-finale, mais c'est surtout dans le leadership que Morgan Parra a manqué sur cette Comme finale. le dit Mélodie, effectivement, c'est rageant quand même de perdre cette finale. Mais bout à bout, ça fait quand même plein de choses. On a cette blessure en troisième ligne, on a Morgan Parra qui n'est pas là, qui en 2017 fait le job et nous fait gagner cette finale. Mais en 2019 aussi. En 2019 pour la finale du bouclier. Ben oui, c'est Morgan Parra qui nous fait gagner aussi. Mais il sort tôt. Morgan? Oui. C'est lui qui fait. Mais quand? En 2017. Ah oui, non, mais je te parle de. Je te parle pas de 2010, je te parle de 2017. Oui, 2017, on se rend compte même. Mais 2010 aussi, c'est lui, puisque c'est là où il arrive. On peut pas ignorer la prestation de la charnière et plus particulièrement de Camille Lopez. Alors on avait tiré un peu la sonnette d'alarme en disant qu'il n'était pas au niveau, qu'il n'y avait pas de concurrence. Quoi qu'il en soit, on n'a pas de remplaçant à Camille Lopez. Est-ce que vous l'avez trouvé à la hauteur de l'événement ou à la hauteur de ces dernières prestations qui étaient vraiment… je crois qu'il a surtout été au diapason de l'équipe, un ton en deçà. Moi, je ne l'avais pas trouvé spécialement mauvais sur la demi-finale. Il avait retrouvé un petit peu de longueur dans son jeu au pied. Et là, force est de constater que le Stade de France était aussi trop grand pour lui et il est retombé un petit peu dans ses travers, quoi. Ouais, certains disent nul Lopez. C'est vrai que la charnière, alors on attendait la charnière de Toulouse en difficulté. Par rapport à cette demi-finale contre La Rochelle où Ramos et Dupont, surtout Ramos, était passé complètement à côté. Force est de constater que ce jour-là,
malgré l'événement, malgré l'inexpérience, parce que pour beaucoup d'entre eux, c'était le premier match, alors que nous, on avait de l'expérience, on en avait parlé, et ça ne nous a pas servi. Hein. Et ça fait partie des choses qu'on se dit qu'on a joué à l'envers. On aurait dû mettre la pression, entre autres sur Ramos et tout ça, sur ces gars-là, on l'a pas mis. Après, moi, je voudrais juste rebondir sur le nul Lopez. Faut pas oublier que Lopez, il a joué de juillet 2018 jusqu'à juin 2019, quasiment non-stop. Et qu'au bout d'un moment, je pense que le corps dit stop. Plus l'équipe de France, plus... Il revenait de blessure où je pense qu'il n'a pas retrouvé le niveau qu'il avait avant son opération. Et puis la fatigue cumulée. Hein. Mais il a un jeu au pied et le jeu au pied a été très léger. Moi, j'ai toujours du mal à comprendre comment on peut se priver d'un jeu au pied, d'un pied droit quand on est sur le côté droit du terrain et qu'on fait taper un gaucher. C'est sûr que la touche, elle ne va pas être longue alors qu'on a Toeava qui peut le faire. Il ne le fait pas. Il y a des choses comme ça, basiques, que j'ai du mal à comprendre pour le jeu au pied. Après, ça a été déplorable. Hein. On prend un essai sur un renvoi difficile. Après, Toeava se sent peut-être tout simplement pas capable de taper et qu'il a peut-être peur d'une blessure. Il revient de blessure aussi. Il a fait une saison assez compliquée, donc je sais pas, peut-être que... C'est vrai que Lopez n'a pas été aidé avec Pato Fernandez qui a été inexistant. On espère que McIntyre, qui arrive d'Agen, sera un concurrent ou au moins un remplaçant de luxe comme on peut avoir avec Greg Ledlow pour Morgan Parra, pour au moins soulager et puis peut-être aussi stimuler Camille Lopez qui a vécu des moments difficiles. Alors on sait que les moments difficiles sont arrivés après le tournoi Destination. Vu ce qui attend la France en Coupe du Monde avec l'Angleterre et l'Argentine, on se dit qu'il risque de revenir aussi encore fragilisé. J'espère juste qu'on ne va pas passer la phase des poules, comme ça on va les récupérer assez vite et qu'ils vont pouvoir... Mick Dave nous parle de l'absence de Betham. Alors c'est vrai qu'on pensait que Betham aurait encore un rôle à jouer et depuis 3 mois, elle n'a plus aucun rôle à jouer, mis à part être dans les tribunes. Est-ce que c'est préjudiciable pour l'équipe de l'ASM ? Comment on peut expliquer qu'il ne soit même pas remplaçant alors qu'il nous a fait 8 mois exceptionnels ? C'est vrai que c'est difficilement compréhensible avec en plus un Raka qui encore une fois n'a pas été super brillant. Betham, c'est une énigme. Hein. Ouais, non, je pense qu'on avait déjà, on l'avait évoqué. Hein, le voyant absent en demi-finale, je ne voyais pas comment, dans l'équipe dont on savait qu'elle allait être la même en finale, je ne voyais pas comment il pouvait rentrer à la place de qui, on en a parlé. La polyvalence de Nana Williams a joué en sa faveur et en la défaveur de... Et il y avait Nakalevu, mais Nakalevu, je pense que voilà, justement, Peter Betham, s'il avait dû rentrer, ça aurait été au centre, et là, il n'apportait pas la même puissance que ce que peut apporter Nakalevu. Est-ce que c'est une erreur pour toi de Franck Azema d'avoir éjecté un peu du groupe Peter Betham et de s'être obstiné avec Raka à l'aile alors qu'il était déjà en difficulté en demi-finale? Comme je te disais en off, on ne sait pas les aboutissants et les tenants de ce qui se passe entre ces deux personnes-là. Après, est-ce que c'était un choix du joueur aussi également? Peut-être qu'il ne se sentait pas, peut-être qu'il n'était pas en forme. Parce que j'ai du mal à comprendre qu'un pro puisse dire je suis pas en forme et je veux pas jouer. Mais je suis d'accord, mais tu vois, tu as du mal aussi et tout le monde a du mal on comprend pas pourquoi on se passe de ce joueur, mais c'est pas forcément... Après, on a vu sur les réseaux sociaux qu'il s'était marié. Peut-être qu'il avait peur d'une blessure. Ça, ouais. Non, c'est pas vrai, t'es pas sérieux là. Mais pour moi, je n'écarterai pas du tout ce risque, cette explication-là, parce qu'en plus, ça a été un mariage apparemment qui a été vraiment très coûteux à mon avis, parce que ça a été sur plusieurs jours, et je pense que c'est important pour le joueur faut pas le dire là. J'espère que c'est pas ça. J'espère que c'est pas ça, mais à l'heure actuelle, je vois que ça parce que justement, c'était un des meilleurs marqueurs de l'ASM. C'était l'homme en forme, c'était l'homme qui faisait la différence. Aujourd'hui, on s'en prive. Je vois mal Franck Azema dire non, écoute, toi t'es bon, je préfère Raka. Il a jamais fait ça. Il y a des trucs qui sont bizarres. Alors, il y a des choses qu'on n'a pas compris, un peu comme le cas Yato. Bon, même si on a eu une explication un peu plus tard. Betham, un mystère. Ouais, non, moi je reste sur ce que je viens de te dire. Je pense que dans la tête du staff, il y avait une équipe qui se dessinait et il l'a gardé. Et il devenait difficile de faire re-rentrer Peter Betham à partir du moment effectivement où on voulait mettre Raka à tout prix, parce qu'en face Penaud était indiscutable. Je suis assez d'accord avec toi. Moi, la grosse question, c'est Nakalevu, parce que Nakalevu a rien fait de très violent depuis tout le début de la saison en fait. Donc, il fait une grosse rentrée en demi quand même.
Oui. Phil Blues nous demande si c'est le seul de nos matchs sans essai. Moi, je répondrai oui. Oui. Je pense que c'est la première fois de la saison où on n'a pas marqué d'essai. Oui. En tout cas, on va arriver à la rubrique top et flop. Si je vous dis Garcés, vous le mettez dans les tops ou dans les flops? Le problème, c'est que j'ai vu un commentaire tout à l'heure et c'est vrai, je crois que c'est Mélodie qui l'a dit, que Morgan Parra avait un ascendant sur les arbitres, et c'est vrai, il est toujours collé à l'arbitre en train de discuter. Là, on l'a pas fait, et je pense que moi, je le mettrais. Comment vous l'avez trouvé cet arbitrage de Garcés? Alors, il y a deux faits pour moi. Il y a deux faits de jeu. Il y a un fait de jeu, c'est le plus flagrant avec ce plaquage déjà sans ballon de Ledlow 3 minutes avant, puis après de Colby sur Yato. On pourrait penser que. Il y a essai derrière. Quand Corrier ramasse le ballon, il y a aplati derrière, dans la continuité de la même action. Ouais, j'ai même pas fait attention à ça. Oui, mais en tout cas, sur l'action, est-ce que pour vous, le carton jaune était mérité? Est-ce qu'on pouvait espérer plus sur cette faute de Colby? Comme dit Christophe, le seul plus qu'il aurait pu faire, c'est de laisser l'avantage et après revenir au carton. Là, il met un carton jaune. On ne sait pas trop pourquoi il met qu'un carton jaune. Enfin, c'est un peu brouillon, mais ça a été à l'image de son arbitrage côté clermontois, parce qu'il y a eu clairement deux arbitrages. On l'a bien vu sur les essais de Toulouse. Après, il siffle vite aussi sur un essai où peut-être Keno il y a un en avant, il récupère le ballon, voilà. C'est avantage pour eux. C'est très rapide, il siffle tout de suite. Il y a des en avant. Est-ce que pour toi, il y avait essai de pénalité ou pas? Pour moi, pas nécessairement. C'est pas choquant. Non, mais ce qui est choquant, c'est qu'il ne laisse pas l'avantage. Christophe? Alors pour moi, il y a essai de pénalité. Surtout qu'il joint la parole à son acte. Il dit, on l'entend à la télé, que pour lui, il y a des défenseurs qui reviennent et il ne peut pas y avoir essai. Sauf que si vous regardez le match, vous verrez que Judicaël Cancorier, certes avec un Toulousain sur le dos, aplatit le ballon qui vient chercher dans les pieds de Yato qui est plaqué, lui, sans ballon. Alors on est vraiment d'accord. La victoire de Toulouse est plutôt logique. Ah oui, tout à fait. Sur la saison, c'est plutôt logique. Mais malgré tous ces petits faits de jeu, moi, cet arbitrage m'a posé vraiment des difficultés, des questions. Et je suis persuadé qu'il est plus simple d'être arbitré quand tu es le Stade Toulousain, quand tout le monde veut te voir gagner, que quand la 20e. Mais depuis le début de saison, Toulouse doit être champion. Que le petit club qui, encore une fois, est Montferrandais. Je pense qu'on a un gros travail à faire auprès des instances. Un peu comme a fait Mourad Boudjelal, mais là on n'est pas bon, là on n'est vraiment pas bon, c'est de se vendre, faire un peu de lobbying avec cet arbitrage. Nous on est toujours les petits et quand on est petit, c'est les décisions, c'est plus favorable au Stade Toulousain. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte pour moi de toute façon, et c'est clair à 100%, le Stade Toulousain devait gagner, l'arbitrage a favorisé Toulouse, alors je dis pas qu'on a perdu. Il y a des en avant, les deux en avant, voilà. Ils sont quand même limite. Entre autres, et puis il siffle un en avant sur Clermont alors qu'il n'y a pas en avant, et s'il siffle pas, il y a essai, parce que derrière Penaud, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Dans le stade, moi je suis rentré, j'étais dans le stade, enfin même avant, je suis rentré dans ce métro, je m'en souviendrai toute ma vie, je me suis dit mais on est où en fait? On est où? On est à Toulouse, le métro était plein à craquer. Quand on est rentré dans le stade de France, c'était tout rouge de partout. Alors certes, il y a eu des drapeaux distribués, mais moi il va falloir qu'on m'explique quelque chose, c'est que nous on a eu un quota, qu'on a mangé très rapidement. Toulouse a eu le même quota, mais toute la tribune était rouge. Alors après, j'en ai su un peu plus. Il y a un quota qui est distribué aux partenaires et aux VIP, oui. On va dire. Et ce quota qu'ils n'utilisent pas, ils peuvent le rendre aux clubs qui désirent. D'accord. C'est-à-dire que moi, je suis une grande entreprise, j'en prends que 20 au lieu de 300 et je te donne le reste. Parce que tu t'appelles Toulouse. Et tu penses que ça a été fait comme ça? Je pense que ça a été fait comme ça parce que c'était vraiment flagrant. On n'a pas trop gagné. En plus, on a été disséqués en deux, dispatchés. Non, et puis même les groupes de supporters. C'était pas du tout au stade. Quand on est arrivé, donc le métro, il arrive côté nord. Je crois qu'on était du côté sud, il me semble. Non, ou l'inverse. On était nord, là, je crois. Donc le métro arrive du côté sud, et du côté sud c'était vraiment la fête, il y avait tout ce qu'il fallait, et du côté clermontois il n'y avait rien, mais vraiment rien. Quand on arrivait dans les tribunes, c'était vide, les buvettes étaient à moitié vertes. Et tu l'expliques comment? C'est aussi notre organisation interne. C'est pas dû à... Mais je sais pas si c'est l'organisation interne, puisque là c'est la LNR après. Ouais, mais peut-être que Toulouse c'est en interne mieux organisé que l'ASM a su le faire avec ses supporters. Je ne m'explique pas. Je m'explique pas, puisque Clermont avait des demandes et il y en a un paquet qui sont restés sur Clermont qui n'ont pas pu aller à cette finale. Pour revenir sur Garcés, les mêlées, on a été ultra dominateurs et très peu de pénalités. Deux pénalités,
Bon, certes, moi c'est tout, hein, tous ces petits, et puis on n'a pas été bon, on a fait des en avant, c'est ce qui renforce mais ce sentiment on de est qu'à frustration 6 sur points, cette finale. ouais. Voilà, On a l'impression qu'on n'a pas joué cette finale et que même sans la jouer, on est à 6 points avec des faits de jeu qui pourraient nous faire dire que... C'est surtout en fait, moi ce qui m'a vraiment blessé et qui m'a vraiment gonflé en fait sur le moment, c'est que même si on voulait jouer, dès qu'on pouvait avancer un peu, l'arbitre mettait terme. Et j'ai eu vraiment cette impression, alors on n'a pas été bon, on n'a pas perdu à cause de l'arbitre, ça c'est une certitude. Mais par contre, l'arbitre a avantagé Toulouse et quand on part et quand on fait un en avant imaginaire, on peut pas jouer. Et je pense que les joueurs l'ont vite compris et que du coup, voilà quoi. Enfin, et puis ça se voyait, les joueurs avaient envie que ça s'arrête et puis terminé. Ouais, ça pouvait pas, ça s'arrête. Ouais. Bon, en plus il y avait Big Flo et Oli à la fin, j'espère que tu n'as pas écouté ça. Mais je suis parti. Bon. C'est la meilleure chose que tu as fait. On parle beaucoup de flops. Est-ce qu'il y a eu des tops quand même, des gens qui ont été à leur niveau? Alors même s'il n'y en a pas beaucoup, Moala, on ne peut pas l'enlever, il a été volontaire. Oui, mais il a été... Moala, Fofana a été volontaire aussi. Ouais, la mêlée. La mêlée aussi, oui. Non, je pense Lee a été bon aussi. Le 8 de devant, c'est vraiment c'est un 8 de devant retrouvé par rapport à la saison ah ouais, ils ont miné quand même. Hein. Ils n'ont pas avancé parce que la troisième ligne de Toulouse, elle est exceptionnelle. Des Kroos, des Keno, des Elstadt. Moi, Cancorier a été très bon aussi. Ouais. Mais ça n'a pas suffi, il n'y a pas de lien, il n'y a pas eu de lien. Non, on a été un cran en dessous en termes de motivation, de vitesse d'exécution et on échoue à 6 points. Bilan de la saison. Alors on a perdu cette finale, on a quand même gagné un titre. Finaliste du top 14, on gagne un titre, elle est quand même très belle cette saison. Elle est très belle, mais comme souvent, hein, malheureusement, elle est très belle, mais pas aboutie. Je mets vraiment des pincettes là-dessus parce que, certes, on gagne la Challenge Cup, c'était l'objectif annoncé par le club, mais après, on a vu vraiment que Clermont on était au-dessus et que c'était une des meilleures équipes du top 14 et on se devait de jouer. Et pour moi, la saison, elle est réussie d'une partie, mais vraiment ratée sur l'autre parce qu'on échoue vraiment en finale et lamentablement. Même sentiment? Non, je dirais qu'elle est aboutie, mais qu'elle aurait pu être encore plus belle. Elle aurait pu être extraordinaire. Voilà. C'est vrai qu'on a un goût d'inachevé avec ce match qui ne restera pas dans les annales et qui méritait, à mon avis, vraiment une autre tournure. Ouais. Pour des petits détails, alors une finale, c'est des petits détails, on le sait tous, mais force est de constater qu'on perd encore de 6 points sans avoir montré notre vrai visage et c'est quand même super frustrant. On se projette pour l'année prochaine. Alors Toulouse, moi j'ai un peu peur qu'il soit parti pour un long cycle. Encore quelques belles victoires avec une équipe quand même très, très jeune. Force est de constater quand même que ça va être compliqué de les arrêter. Est-ce qu'il ne faut pas qu'on se projette sur une autre compétition qu'on n'a jamais gagnée? Mais de toute façon, ça va être l'objectif principal. Hein. Il faut pas se leurrer. Et puis, moi, je peux vous faire le discours de Franck Azema du début de saison. Hein. Ça va être, on va tout mettre sur la Coupe d'Europe. Et pour le top 14, en gros, il ne va pas le dire comme ça, mais en gros, il faut être dans les 6 premiers. En parlant de cette Champions Cup, est-ce que vous avez vu le tirage? Alors je rappelle pour ceux qui ne l'ont pas vu, hein, on va à Bath, on est dans la poule de Bath, d'Harlequins et de l'Ulster, c'est-à-dire la ville de Belfast. En tout cas pour vous, amis supporters, vous, amis voyageurs, n'hésitez pas en tout cas à aller soit à Bath ou le summum en Irlande, à Belfast, pour l'avoir fait avec Christophe en 2012. Ça restera un grand souvenir dans une ville authentique, mythique, qui prend aux tripes et dans un stade qui a été refait avec un public fervent supporter de Stand Up for the Ulstermen. On n'a pas encore les dates, mais c'est vrai que c'est un déplacement à faire. Est-ce qu'on a des chances de sortir déjà de cette poule quand je vous dis Bath, Harlequins et l'Ulster? C'est pas simple, hein? Oui, on sortira. Enfin, pour moi, ça va être l'objectif principal, comme je te le dis. Donc, pour moi, on va sortir. Ouais, je pense qu'on aurait pu avoir un tirage, encore une fois, un peu plus aisé. Alors, on n'a pas d'Italiens. Nous, les Italiens, c'est pas pour nous. On n'est pas dans la poule de la mort, on en est bien conscient, mais cette poule n'est pas aisée, donc il faudra prendre tous ses adversaires avec le plus grand des sérieux. Quand tu pars de la poule de la mort, tu dois parler de la poule 4, hein, où on a les Saracens, le Munster, le Racing et Osprey. Alors, la salle de spectacle du Racing va avoir des beaux matchs, mais j'ai peur que le quart de finale, il soit pas... Ils le verront sur canapé. Pour moi, ils le verront sur le canapé. Ouais, là, franchement, c'est vraiment la poule de la mort. Munster, oui, ça paraît compliqué. On a le Leinster, Lyon, Northampton et Benetton-Trévise. C'est peut-être jouable pour Lyon, qui pour une fois va peut-être la jouer plus sérieusement. La poule 2, Exeter, Glasgow, La Rochelle, Sale. Et la poule 5, Toulouse, Gloucester... Tellement mal écrit. Connacht et Montpellier, 2 clubs français, ça c'est pas terrible.
C'est pas terrible, C'est mais pas après, ça va être, à mon avis, il va pas y avoir vraiment il va pas y avoir beaucoup clairement de Français en deuxième tour. Alors ce qui est compliqué, c'est qu'on n'a pas trop le droit de perdre un match avec cette poule. Il faut déjà gagner à l'extérieur. Et quand je vois BAF, ça va être compliqué. L'Harlequin, c'est peut-être l'équipe à première vue la plus faible. faible. Ouais. Et l'ambiance de Belfast, de l'Ulster, ça va pas être une partie de plaisir. Je crois qu'on n'a jamais gagné là-bas en plus. Il va falloir sortir les doigts des fesses, comme on dit. Non, c'est certainement pas une poule facile. Et ça en rendra certainement la qualification encore plus belle et ça pourra qu'imprimer une bonne dynamique dans cette Coupe d'Europe en tout cas. Cette finale qui est en plus en France à Marseille pour 2020. Si les Clermontois pouvaient avoir la bonne idée d'y arriver, Marseille nous a toujours souri, donc dans les grandes lignes. Alors l'année où elle était en France à Lyon, il y a quelques années de ça, On la regarde à la maison. on l'a regardé à la maison en espérant que Marseille, ça peut être vraiment un beau week-end de fête. On se projette sur la Coupe du Monde. On a les 4 noms pour les 4 premiers jokers annoncés. Alors, mis à part Faeli Levav qui jouait 3e ligne à La Rochelle, les autres sont la plupart sud-africains. On a un pilier, un demi de mêlée, un 3/4 et un 3e ligne. Alors, ils ont tous des beaux, quand même un beau cursus, des bonnes pioches. Est-ce que ça va être suffisant pour combler le départ et le manque, l'absence de nos internationaux? Je peux pas te répondre, et puis moi franchement je trouve ça complètement ridicule des jokers en Coupe du Monde qu'on peut aller chercher partout et nulle part. Enfin, Il faut bien remplacer nos meilleurs joueurs. Alors certes la filière française, on peut encore pointer du doigt cette filière française. Oui, je suis d'accord, mais on n'a rien, on n'a aucun joueur. Ça ne va pas aider notre club, notre formation, parce que ces 4-là risquent d'être du coup titulaires et de prendre de la place de jeunes qui pouvaient jouer. Ouais, après, dans ce genre de situation, c'est toujours l'intégration plus ou moins rapide que vont pouvoir avoir ces joueurs dans le collectif clermontois qui va faire qui vont pouvoir apporter ou pas à l'équipe pendant cette période Coupe du Monde. Je suis d'accord avec toi avec ces jokers, mais faire une Coupe du Monde en même temps, un top 14, c'est comme les doublons, c'est ridicule. Et il faut bien que l'équipe, vu le niveau des autres équipes, que l'équipe soit bien renforcée. Sinon, tu perds des points et après, tu vis un championnat plutôt difficile. Du coup, tout le monde peut prendre des internationaux et tout le monde peut être rehaussé quasi à la même hauteur maintenant. Donc, je sais pas. Ouais. Il y a François Lesmordus, un beau nom de famille, nous dit il va manquer un talonneur, Alexis. On a vu peut-être sur les réseaux sociaux. Non, mais je pense qu'il pense à toi là. On a vu sur les réseaux sociaux, peut-être que tu allais reprendre un peu de mais sport. pas à ce niveau-là. Mais tu rassures tout le monde, c'est pas à ce niveau-là. Et puis de toute façon, dans tous les cas, il manquera un talonneur et quoi qu'il arrive, j'ai pas l'impression que ce soit une priorité. C'est pas un talonneur. Le talonneur, on l'a pris. C'est Geneker qui vient de. Geneker. Il va manquer un talonneur. Geneker joue à jamais. Ouais, notre Grenoblois, notre talonneur qui a fait un passage à Brive pour 1 an. On a l'impression que c'est du dépannage. On pose la question de savoir qu'est-ce qu'on a d'autre comme recrue. On a un 2e ligne qui vient anglais des Harlequins, je dirais, ou Northampton peut-être. Et on a McIntyre qui joue 10. Qui va venir renforcer et remplacer Pato Fernandez. Un recrutement vraiment maigre, très maigre. De qualité, on l'espère, mais très maigre. Comme chaque année. Comme chaque année. À Tanger. Merci, Migdev. Quand on voit Clermont qui prend 3 recrues en intersaison et Toulon qui en prend une dizaine. Toulon, ils ont pris Paris-C, là. Je ne sais pas si vous avez vu. Je préfère miser sur la continuité que de renouveler aux 3/4 l'équipe. On a vu à Toulon, c'est ce qu'ils ont fait aussi à l'intersaison dernière et on a vu que les résultats n'étaient pas du tout au rendez-vous. Ce qui est bien, c'est que Mourad Boudjelal nous a vendu cette saison comme une saison de transition où la formation allait vraiment prendre le pouvoir de l'équipe première. Bon, il met Paris C. Quoi qu'il en dise, moi je l'aurais bien pris en remplaçant. C'est quand même un bon joueur. Oui, voilà, c'est un nom. Après, je tiens à remercier Boudjelal qui a défendu Morgan Parra. Ça m'a fait bizarre. C'est bizarre, oui. C'est bizarre et à la fois logique. Morgan Parra absent de cette ligne, alors de cette liste qui va aller en Coupe du Monde. Pour ceux qui sont dupes, on pourrait dire que c'est juste par rapport à sa blessure. On sait bien que depuis qu'il a signalé des dysfonctionnements, des manques de professionnalisme, même de l'encadrement, ça se passe mal pour Morgan Parra et puis qu'il est blacklisté. C'est après,
Enfin, je pense que Morgan, il faut qu'il se fasse une raison maintenant. Il n'aura pas eu de bol avec cette équipe de France. Il n'a pas eu de bol. Et puis de toute façon, la charnière n'a jamais eu de bol. Ou Moustache. Et moi, j'ai peur que Lopez, on l'ait pris, mais pour qu'il essuie le banc, quoi. Parce que c'est pas un premier choix, ça c'est sûr qu'il n'est pas dans le cœur du staff, c'est pas du tout le premier choix. Alors que à l'heure actuelle, même s'il n'est pas cette fin de saison est quand même compliquée. Hein. Je vois mal. Tout à fait, mais il n'y a personne d'autre. Il va faire jouer peut-être Ntamak, Ramos. Mais dans ces cas-là, on fait jouer, comme je t'ai déjà dit, on prend Clément Henrique à l'arrière et puis tout ira bien. La seule bonne nouvelle, c'est Bastaro quand même. Oui. Mais alors je... Ah non, tu vas pas me dire que t'es déçu quand même. Non, je suis, mais alors j'ai le sourire parce qu'en fait, on s'est aperçu que Mathieu Bastaro était convaincu à 10 000% quand même d'être en équipe de France, parce que du coup, comme il n'est pas en équipe de France, il cherche un club. Oui, on parle du Racing et de Montpellier. Mais apparemment, il ira à Montpellier. Mais c'est quand même. Ça va faire plaisir aux supporters toulonnais, ça. Oui, mais c'est quand même fou quand même de se dire, mais de toute façon, c'est pas la peine de. Peut-être qu'on lui avait promis quand même une assurance d'être parmi les 35. Hein. Bon. On verra bien de toute façon, vu la poule et vu ce qu'est en train de faire l'équipe des Jaguares en Super Nation, là, l'équipe d'Argentine qui est représentée, qui a une forte composition de cette équipe, entre l'Argentine et l'Angleterre, il est difficile en tout cas à l'heure actuelle d'imaginer un long parcours pour l'équipe de France. Sauf si UG met des doublés à chaque match. UG. Enfin, on aurait bien voulu qu'il n'en mette pas ce jour-là. Ouais. Allez, petit focus sur Issoire. Issoire, champion de Fédéral 2 contre Rumilly 32-30. Alors Issoire, c'est les habitués des fins de match épiques. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette demi-finale où il mène d'un point de mémoire, pénalité pour l'équipe adverse qui touche le poteau, qui revient dans les bras de l'équipe adverse, drop contré, fin du match. À couper le souffle. Et là, ils nous ont fait encore l'étage du dessus, quasi, en finale face à Rumilly. Alors, pour ceux qui l'ont vu, est-ce que vous l'avez vu cette fin de match ? J'ai regardé la deuxième mi-temps, moi. C'est vrai que. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est très clair. Hein, Issoire est devant à 3 minutes de la fin. Il faut défendre pendant 3 minutes et ils encaissent un essai à la 79e minute et quelques secondes. Et il ne restera que le renvoi à jouer. Et sur le renvoi, ils vont aller gratter un ballon et récupérer une pénalité et passer la pénalité de la gagne. Alors l'arbitre là a été plutôt couillu quand même. Oui. C'est pas Cardona quoi. Mais les tribunes étaient aux 3/4 issoiriennes. Oui. Donc, du coup, parce qu'à la télé, pour être honnête, c'est vrai que la pénalité elle n'est pas flagrante. Mais moi je l'ai regardé sur mon smartphone. Alors peut-être que effectivement j'ai mal vu. Mais c'est vrai que pour une fois ça fait plaisir. Mais c'est là, à ce moment-là que tu dis qu'en sport, pour gagner, il faut quand même une part de réussite énorme. énorme. Oui, bien sûr. Mais parce que, alors, certes, il faut être bon, mais c'est beaucoup aussi de chance. C'est beaucoup de chance, hein, mais c'est sûr. Mais pour une fois que ça sourit aux Auvergnats, ils ont 12 points de retard à la 50e quand même, et ils ont mené, je crois, 6 ou 7, une dizaine de minutes dans ce match. En tout cas, bravo. Ouais, ça vient surtout valider une saison extraordinaire, un groupe jeune, issu d'une très grande majorité du club, et du coup, c'est très bien pour l'avenir, et on leur souhaite longue vie en Fédéral 1. Ouais, en Fédéral 1, on a vu la poule, ils retombent sur Rumilly, c'est compliqué. La Fédéral 1, on l'a vu, hein, moi pour avoir vu Albi contre Rouen, c'est un niveau quand même au-dessus, et s'il n'y a pas des renforts, ça va être compliqué. Mais qui reste sur cette magnifique saison, qui restera jamais gravée. Ils ont même fait la fête de retour à Issoire, c'était magnifique. Il y a 2500. Avec des grosses recrues annoncées. Hein, peut-être Sanson, il disait. J'ai croisé Romain Martial à Clermont il y a 2 jours en arrière. Oui, c'est pas mon cousin, mais effectivement, ça pourrait être des bonnes recrues, des anciens joueurs ou des joueurs qui sont plus en devenir dans le top 14, qui pourraient renforcer, qui sont en plus du bassin et une motivation tout autre. Comment ne pas parler des moins de 20 ans, double champion du monde. Eux aussi, la fin de match. La fin de match a été épique, un résultat serré, mais quoi qu'il en dise, ils sont champions du monde. À un moment donné, cette génération, à 1 an d'intervalle, va vraiment ne porter ses fruits si on les laisse jouer. Voilà, le gros souci, c'est si on les laisse jouer et si on leur fait confiance. On verra bien. Bravo, en tout cas, Issoire, ils ont déplacé les foules. Et c'est vrai qu'on était tous contents, nous, supporters de l'ASM, de cette magnifique saison d'Issoire. On va appeler du coup notre jeune supporter, Axel, qui va nous parler de lui d'abord, avant de parler des 2 gagnants, même si tout le monde, vous êtes pressé de le savoir. Axel, bonjour, bienvenue sur le plateau. Je sais qu'aujourd'hui, c'est une journée particulière. Tu passais le brevet qui s'est super bien passé, n'est-ce pas ?
Ouais, d'accord. Bon, bon, le non-verbal à parler, on s'en fout du brevet, on verra ça un peu plus tard. Tu joues au rugby, c'est ça? Oui, mais malheureusement, j'ai eu une blessure au genou. J'ai été dispensé les 4 derniers mois avant la fin de saison. Donc, Et tu jouais où là, du coup? Cournon. Cournon. Est-ce que c'est déjà dur? T'as quel âge? 14 14 ans. J'ai 15 ans le 23 octobre. Du coup, est-ce qu'à 15 ans déjà, c'est plutôt, il y a des contacts déjà ou ça commence vraiment à être physique? Oui, puis mon gabarit, on va dire que comparé aux autres... Quel poste tu jouais du coup? Ailier. Ailier? Et même ailier, il y a des gens qui sont encore plus costauds que toi? Ah oui. Ouais, d'accord. Avec souvent une voire 2 têtes au-dessus de moi, donc c'est difficile pour moi de faire ma place dans l'équipe. Donc l'année prochaine, en stand-by, tu sais pas si tu vas je continuer? sais pas, ouais, d'accord. Encore. Tu réfléchis? Je verrai bien cet été. Est-ce que tu es supporter de l'ASM? Oui. Ouais. T'étais déçu du coup de cette cette finale? Une défaite amère, difficile à avaler, mais il faut bien la digérer. Donc, tu penses qu'ils vont repartir l'année prochaine comme si de rien n'était, avec plein d'ambition? Oui. Est-ce qu'on méritait de la gagner cette finale? Non, parce qu'on a vraiment été en dessous des Toulousains, même si eux ont été mauvais, nous on a été encore. Toi aussi, tu penses que Toulouse a été mauvais? Ah oui, parce que Toulouse, ils proposaient un jeu durant toute la saison qui était vraiment au-dessus de toutes les équipes. C'est pour ça qu'ils étaient premiers au top 14. Et là, durant la finale, on n'a pas reconnu ni Toulouse ni Clermont. Ouais, c'est vrai que les amoureux de rugby attendaient avec impatience, mais comme toute finale, elle est là pour gagner et l'enjeu tue le jeu, comme on dit. En tout cas, merci d'être venu. Tu n'es pas venu pour rien. On avait, avant la finale, proposé un jeu concours en partenariat avec le foot golf de Féligonde et de Bourrassol avec Cyril Galpier qui était venu nous présenter ces 2 golfs qui sont ouverts, je le répète, tout cet été pour jouer en famille. On avait des places à gagner, 4 places, même 5 packs de 4 places. 2 personnes ont donné la bonne réponse. Est-ce que tu peux nous dévoiler les noms des 2 gagnants? Donc les 2 gagnants qui repartent chacun avec 4 places pour le foot golf sont Théo Pichon et Mick Dave. Théo Pichon et Mick Dave ont donc gagné 2 fois 4 places pour jouer au foot golf. Alors quel que soit le foot golf, Féligonde ou Bourrassol, Mick Dave qui est un supporter et un téléspectateur fidèle en tout cas de cette émission, on est content pour lui. Il reste donc 3 packs, 3 packs de 4 places qui seront remis en jeu l'année prochaine, dans quelques mois. Et en parlant de l'année prochaine, on vous l'avait dit, il va falloir, on va vous mettre à contribution Julien à qui on a vraiment un gros message qui devait être présent parmi nous aujourd'hui, qui malheureusement pour un problème familial n'a pu être avec nous. On a vraiment une grosse pensée pour lui. On aurait voulu finir cette dernière avec lui parce que ça a été un membre plus qu'actif des dernières émissions. Il a fait un grand bout de chemin. En tout cas, Julien, on pense fort à toi. Julien ne sera pas là l'année prochaine, il est remplacé. Et du coup, on vous propose de le remplacer pour une émission. Alors derrière vous est indiqué ce qu'il faudra faire. La nouvelle saison se prépare. Derrière vous, je suis pas sûr qu'il y ait grand-chose. Derrière toi plutôt, oui. Derrière nous, oui, derrière vous. Donc la nouvelle saison effectivement se prépare. L'équipe vous propose un challenge. Vous êtes supporter de l'ASM et incollable, vraiment incollable, un peu comme nous, avec des grosses failles, mais incollable avec des grosses failles. Vous souhaitez participer à une émission, à devenir chroniqueur d'un jour, en tout cas, de cette émission. Ici c'est l'émission, le mardi à 19h15 en direct. Candidater par MP sur nos TV pour proposer vos services pour devenir chroniqueur sur toute une émission. C'est ouvert à tout le monde de 7 à 77 ans, hommes, femmes, vous habitez loin, vous habitez proche, vous souhaitez nous accompagner pendant toute l'émission et devenir chroniqueur d'un jour. Alors n'hésitez pas à postuler, à envoyer un MP, un message privé sur le site Facebook de nos TV
Et du coup, on vous invitera pour une émission et pour parler rugby, parler de l'ASM, parce que l'année prochaine, votre émission continuera. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ici c'est l'émission volume 2, j'ai envie de dire, sur un format en tout cas quasi identique. La première à vos agendas sera prévue le 27 août. Le 27 août à la fin de l'été, reprise du coup de notre émission avec, on l'espère, un chroniqueur parmi vous. Faites passer le message autour de vous si vous souhaitez parler rugby, si vous aimez parler rugby, n'hésitez pas, ne soyez pas timide, proposez vraiment votre candidature. Ils seront le bienvenu. Ouais, c'est bien, ça va créer d'autres débats avec des supporters que nous sommes à la base et du coup ça sera encore super vivant et intéressant de partager tous nos moments ASM avec le public. J'ai vu que certains d'entre vous, quand on lit, sont déjà partants. En tout cas, Mélodie, Pierre et les autres, n'hésitez pas. Le bouche à oreille peut aussi fonctionner. Si certains ne connaissent pas l'émission, ça sera l'occasion de leur montrer. On va vous souhaiter bonnes vacances. On remercie encore une fois Amandine Rigaud pour les photos. On dit à Mick Dave et Théo Pichon d'écrire à nos TV pour connaître le moyen qui nous permettra de vous envoyer vos 4 places, en tout cas chacun pour le foot golf de Féligonde ou de Bourrassol. Merci encore à Cyril Galpier. 19h15 d'après Ronnie, c'est pas possible pour moi. C'est l'heure de l'apéro. C'est dommage parce que tu pourrais être un excellent chroniqueur. Messieurs, Axel, Alexis et Christophe, bonne été, bonnes vacances. Merci du fond du cœur pour cette première saison inattendue, faut le dire, et qui se finit certes par une défaite sportivement, mais par une victoire en tout cas pour nous, avec ce plateau, avec vous qui nous suivez de plus en plus nombreux, Muratoise, Pierre, Mick Dave, Théo, Théo il ne regarde pas, c'est lui qui a gagné. En tout cas, merci, on vous souhaite bonnes vacances, mettez-vous au frais et puis vivement le 27 août qu'on vous retrouve sur ce plateau et on vous souhaite en tout cas une excellente fin de soirée. Merci messieurs d'avoir participé encore une fois à cette émission. Au revoir.